Bonjour à toutes et à tous. Je suis content de présenter ici une conférence sur la question de la décarbonation des mobilités urbaines. Je suis Arnaud Passalacqua, professeur à l'École d'urbanisme de Paris et spécialisé sur les questions de transport, de mobilité, avec une approche fondée sur le temps long des objets, des politiques publiques, des territoires auxquels on va s'intéresser. Alors, je vais donc vous proposer une conférence qui va explorer les mobilités et leur possible décarbonation dans nos villes européennes. Et pour cela, j'ai commencé par illustrer mon propos par une image de la fin du 19e siècle pour montrer que les villes existaient, y compris à l'époque industrielle, avec d'autres modes de transport. Alors ici, vous avez une petite image qui illustre bien dans la ville de Clichy-la-Garenne, en banlieue parisienne, que, eh bien, malgré un territoire qui pourrait ressembler, le bâti, l'église, etc., avec ce qu'on peut connaître, bien, les mobilités peuvent être différentes. Alors ici, vous avez pas mal de mobilités tirées par des chevaux, et également, vous voyez une alimentation aérienne de tramway ainsi que des rails de tramway au sol pour illustrer le fait que eh bien, nos rues ont accueilli d'autres systèmes de transport et ainsi ouvrir l'idée qu'elles pourraient accueillir de nouveau autre chose, pas forcément la même chose que la fin du 19e siècle, mais d'autres choses. Donc les choses sont ouvertes. Malheureusement, ce que je vais essayer de montrer, c'est que nos politiques publiques aujourd'hui sont assez fermées et se heurtent à des difficultés assez nombreuses qui font qu'elles ont du mal à décarboner nos mobilités. Alors, pour cela, je vais vous proposer un exposé en fait en trois temps. Premièrement, on va essayer d'explorer dans quelle mesure les politiques actuelles de mobilité, de transport dans les villes se heurtent à un certain nombre de limites. Donc, je le ferai de façon assez rapide. Hein. Il ne s'agit pas de quelque chose de très détaillé, mais bien d'avoir en tête le fait que tout ce qu'on voit aujourd'hui eh ben, n'est pas assez efficace par rapport aux enjeux climatiques. Deuxièmement, en fait, pour essayer de comprendre pourquoi il y a de telles limites, eh bien, on va essayer de voir quelles sont en fait les contraintes, les freins derrière cette volonté de changer, ces mots de transition, etc. En fait, derrière cela, il y a énormément de freins, de problèmes qui se heurtent à la décarbonation et qui la freinent. Et puis, en troisième partie, bah, j'essaierai de vous proposer quelque chose qui pourrait s'intituler des formes de solutions, alors avec mon approche modeste, mais l'idée c'est de changer de paradigme, changer de lunettes, changer d'œillère et essayer de réfléchir autrement. Alors, les politiques actuelles de mobilité se heurtent à pas mal de limites et le signe de cela, c'est que ben, on ne parvient pas à réduire vraiment l'impact carbone de nos mobilités en France. Alors ici, enfin, je parle de carbone, mais j'ai mis GES comme gaz à effet de serre, hein, en fait, équivalent carbone, on peut le mettre. Le transport reste en France le premier producteur de gaz à effet de serre, notamment parce que notre électricité est produite par essentiellement en forme nucléaire, donc peu carbonée. Et cette part du transport dans le bilan français est en pleine augmentation, puisque c'est le champ qui a du mal à se décarboner. Hein. Le logement va progressivement réduire sa part, par exemple, l'industrie, mais le transport reste une part très importante et croissante jusqu'à, vous voyez, une trentaine de pourcents du total actuel. Et cette part des transports dans les émissions de gaz à effet de serre françaises, elle est très liée au fait que les transports sont quasi exclusivement dépendants du pétrole. Deux graphiques pour l'illustrer, je vais peut-être commencer par celui du bas, qui montre entre la courbe jaune et la courbe orange, eh bien, la proportion de produits, de produits pétroliers en jaune ou de produits non pétroliers en orange utilisés pour les transports en France. Donc, je crois que c'est jusqu'en 2017, vous voyez. Donc, c'est au-delà de 95% d'une énergie issue du pétrole pour se déplacer. Et celui du haut, hein, le graphique qui montre bien que par mode, eh bien, les modes de transport
ont beaucoup augmenté dans leur utilisation en voyageurs kilomètres, on va dire depuis 20 ans, et pas que 20 ans, mais là, ce graphique date de 2000, enfin remonte à 2000, et on voit qu'il y a des modes qui ont peut-être atteint un point peut-être de saturation, comme les autocars, autobus, tramways en jaune, comme le transport ferré, hein, qui semble presque même redescendre, et dans une certaine mesure le véhicule particulier, l'automobile, mais qui avait un mode, alors avant le Covid-19, qui était en pleine explosion, qui est le transport aérien, comme vous pouvez le voir sur le graphique bleu. Alors, ces limites en termes d'empreinte carbone ou de gaz à effet de serre, eh bien, en fait, on les retrouve quand on observe un peu le partage modal, c'est-à-dire la proportion que chaque système représente dans les déplacements des Français. Donc, si on regarde ce qui s'appelle le partage modal, c'est-à-dire le camembert, en fait, qui recouvre la part de l'automobile, la part des transports collectifs, du vélo, etc. en ville, eh bien, on va retrouver des situations qui ne sont pas exactement les mêmes entre l'Île-de-France, évidemment, qui est assez exceptionnelle, des grandes villes et puis des petites villes. Mais dans ces situations, eh bien, rapidement, on s'aperçoit que l'automobile est très dominante. Alors, en Île-de-France, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, il y a des territoires très denses au cœur de l'Île-de-France. Donc, la voiture n'y représente que 35% des déplacements. Je reviendrai un peu sur cette question de mesure de nos mobilités en nombre de déplacements. Et elle est derrière la marche. Hein. Ce qu'il faut rappeler, cette marche qui est notre mode de déplacement ancien, mais qui est toujours là et peut même être dominant, notamment à Paris. En revanche, quand vous prenez une grande métropole de province comme Nantes, qui est une des villes souvent montrées comme exemplaire dans les politiques de transport collectif, eh bien, Nantes, on a toujours plus de la moitié des déplacements qui sont faits en automobile et des transports collectifs qui sont autour de 15%. Malgré de très nombreuses lignes de tramway, de chronobus, donc de bus un petit peu de bonne qualité, Nantes est une ville très volontariste et vous voyez, hein, la part des transports collectifs reste assez faible. Et puis, quand vous descendez encore dans la hiérarchie des villes, vous tombez sur une ville, j'ai pris Niort, dont on parle un peu parce qu'elle a mis en place les transports gratuits, donc des villes de moins de 100 000 habitants. Là, on tombe sur une part modale de l'automobile qui est au-delà de 60 à 60-65% des déplacements et des transports collectifs qui vont être à moins de 10%, hein, donc vraiment très faible. Donc on est en plein dans ce que on a pu appeler depuis les années 90 la dépendance automobile, l'automobile comme mode dominant et qui en plus a constitué un territoire dont nous sommes, enfin où elle est la seule à être capable qu'elle est la seule à être capable de desservir. Pourtant, ça fait 20 à 30 ans qu'on a investi très lourdement dans les transports collectifs. Je vous mets ici une image d'un tramway de Montpellier, hein, qui sont assez connus pour avoir des livrets très, très travaillés, un design assez joli. Et ces modes sont visibles, ces modes coûtent assez cher. On a du tramway dans une trentaine de villes. On a du bus à haut niveau de service, BHNS, qui est une forme finalement d'européanisation du bus rapid transit venu d'Amérique latine. Et on a des investissements aussi moins lourds, des pistes cyclables, alors qui sont loin d'être satisfaisantes dans toutes les villes françaises, mais tout de même, on a eu une politique d'essor de ces équipements, des parkings relais, hein, qui vous permettent de laisser votre voiture à une station de mode lourd, hein, ou de tramway, en Ile-de-France de RER. Et on a eu aussi des investissements moins onéreux et plus disséminés dans les villes de contraintes de l'automobile, des systèmes de ralentissement, de suppression de places de stationnement, hein, une politique par exemple très, très largement menée à Paris depuis les mandatures de la Noé. Pourtant, malgré tout ça, en fait, eh bien, vous voyez, les politiques publiques n'ont pas réussi à réduire fortement la part de l'automobile et encore moins les gaz à effet de serre liés au transport. Euh, une des explications, c'est que par ailleurs, on a continué à investir dans le territoire de l'automobile, dans les territoires de l'automobile, c'est-à-dire des rocades. Ici, je vous ai mis en bas à droite le projet pour Montpellier, toujours, puisque j'avais mis le tramway de Montpellier.
du contournement ouest de Montpellier, qui est un projet en cours, en voiture bien sûr. Et puis l'essor de zones commerciales périphériques qui se fait encore, bien que certaines villes aient quand même essayé de mettre un holà là-dessus, mais c'est très récent. En Île-de-France, il y a une dimension presque supplémentaire dans ces limites, qui est que, eh bien, on a un marché du foncier, le prix de l'immobilier, qui est très élevé, très contraignant, et que la mobilité devient en fait la variable d'ajustement de votre choix de logement, de localisation de votre logement, puisque vous achetez ou vous louez là où vous pouvez en fonction de vos revenus, et en fonction du marché de l'emploi. Si on prend une famille avec effectivement 2 personnes qui travaillent, il y a une contrainte assez compliquée à résoudre, et la mobilité va tout de suite être la variable d'ajustement, ce qui explique que les Franciliens passent plus de temps que les provinciaux dans les transports chaque journée. C'est aussi, ça se combine avec une logique de carte scolaire et aussi des modes de vie dont on sait qu'en Île-de-France, on a des modes de vie qui sont assez différents aussi de ceux de province. Par exemple, en Île-de-France, une famille sur 4 est monoparentale, ce qui vient surajouter aux contraintes que connaissent ces familles. Je vous ai mis le graphique des prix du logement qui évidemment sont très différents de ce qu'on connaît même à Lyon, pour prendre l'exemple d'une autre grosse ville française. Alors, face à toutes ces limites, malgré des politiques qui s'affichent comme devant essayer de réduire la proportion de carbone émise par les transports dans l'empreinte carbone globale du pays, eh bien, en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de contraintes qui vont résister ou faire que ces politiques n'arrivent pas à aboutir à être véritablement efficaces. Alors, quelles sont ces contraintes? J'ai essayé de balayer un petit peu un certain nombre de ces contraintes pour que vous puissiez avoir une image de leur diversité, de leur complexité, mais je n'ai pas la prétention ici de les avoir toutes envisagées dans le cadre d'une conférence, somme toute assez restreinte en temps. Alors, quelques grandes contraintes du monde des mobilités. Je ne sais pas s'il y a un ordre, mais j'en ai pris une pour démarrer. C'est celle, ce qu'on appelle le chaînage des déplacements. Le chaînage des déplacements, c'est le petit graphique que j'ai mis à côté. C'est-à-dire que vous allez avoir dans votre journée, la mobilité correspond en fait à un programme d'activité. Donc dans votre journée, vous avez des activités. Vous allez aller déposer vos enfants à l'école, puis aller au travail, puis aller manger avec vos collègues, puis retourner au travail, et puis aller faire un peu de courses, récupérer vos enfants à l'école, les déposer au sport, ou etc. Et à la fin, rentrer chez vous. Et tout cela, ça fait des maillons d'une grande chaîne qui dictent votre mobilité dans la journée. Ces maillons, en fait, s'il y en a un que vous ne pouvez faire qu'en voiture, vous les ferez tous en voiture. Et donc, c'est là où il y a une très grande difficulté pour les transports alternatifs à l'automobile, qui est de s'imposer forcément sur tous les maillons pour être capable de remplacer un seul des maillons, finalement, qui est celui pour lequel l'automobile serait la seule efficace. Donc ça, c'est très compliqué et ça nécessite de comprendre quels sont les programmes d'activité des gens, comment ils s'organisent et éventuellement pour modifier un peu leurs besoins de mobilité avant de réfléchir à est-ce qu'on décarbone la voiture. Autre élément, c'est l'imbrication des échelles. C'est surtout vrai en Île-de-France, mais pas que, mais en Île-de-France, on a quand même un décalage assez fort entre les échelles de gouvernance de la mobilité. Par exemple, pour prendre le cas de Paris, on va avoir la maire de Paris qui a un certain nombre de prérogatives sur la façon dont les mobiles peuvent se déplacer dans sa ville, mais le préfet de police en a d'autres. Et puis la région Île-de-France qui domine Île-de-France Mobilité, cette autorité organisatrice des mobilités en Île-de-France, eh bien, la région va dominer cette autorité qui, elle, va gouverner les transports collectifs. Donc, ça fait au moins, toutes ces échelles vont s'imbriquer et c'est assez compliqué de les mettre en synergie pour traiter des mobilités qui, en fait, au quotidien, transgressent complètement ces questions d'échelle. Vous n'allez pas rester dans le territoire dépendant de l'une ou l'autre de vos tutelles, en fait. Vous bougez sans forcément réfléchir à
de qui dépend le système de transport que j'utilise. Donc, et je pourrais rajouter le Vélib avec un syndicat très particulier, etc. Donc, sans parler de systèmes plus privés, hein, comme les trottinettes en flotte libre, etc. Donc là, on a une question de, en coulisses, comment ça se passe et comment ça peut frotter un peu entre les institutions par rapport à ce qui se passe sur le territoire, sur l'espace public, en termes de déplacement. La question de l'échelle, on peut la retrouver aussi différemment. La question, en fait, entre les mobilités quotidiennes et les mobilités de grande distance. C'est-à-dire, en quoi est-ce que c'est lié le fait que mes mobilités quotidiennes soient caractérisées par le fait que je dois prendre ma voiture tous les jours pour faire 30 km, ou au contraire que je prenne le métro ou le vélo tous les jours pour faire quelques 3-4 km entre chez moi et mon domicile, d'une part. Et l'autre aspect à regarder, c'est le lien avec les mobilités de longue distance, c'est-à-dire le fait que je me déplace régulièrement à longue distance, à l'étranger, et typiquement en avion. Là, on a, ou en train éventuellement, on a des profils sociaux à regarder et on a l'émergence de gens qui vont mixer tout cela avec ce qu'on appelle les grands mobiles, des gens qui habitent dans une métropole mais travaillent dans une autre, ou via un peu des formes de télétravail. Hein. Et puis aussi autre chose qu'on a appelé l'effet barbecue à une époque, qui est que quand vous vivez dans un monde assez dense comme le monde parisien, vous êtes plus facilement amené à essayer de chercher à vous en évader, et vous allez être amené, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une pratique plus forte de l'avion le week-end chez ces gens-là que chez ceux qui habitent dans des formes périurbaines, qui seraient plus consommatrices d'énergie au quotidien, mais plus sobres sur les mobilités exceptionnelles. Tout cela est lié aussi à des profils sociaux différents, mais l'idée est bien de voir que les mobilités peuvent être liées, et se concentrer uniquement sur les déplacements quotidiens n'est pas satisfaisant pour comprendre l'ensemble des relations entre territoire et déplacement, et les envies et les besoins de mobilité. Autre point, c'est la question des saturations des infrastructures. En Ile-de-France, c'était assez connu avant l'épisode de Covid-19 qui a un peu vidé les transports collectifs, mais fort à parier que ça reviendra. Et donc, des formes peut-être qu'on pourrait qualifier de complémentarité plus que de concurrence entre transport collectif et automobile, puisque l'automobile, les gens qui sont dans l'automobile, en fait, rendent possible le fait que les RER ou la ligne 13 ne soient pas trop surchargés. Donc, on a aussi des formes de complémentarité à regarder au-delà de la concurrence, compétition ou même du regard presque environnemental. Alors, on a d'autres formes de contraintes qui sont presque dans les solutions elles-mêmes. J'ai pris un exemple de solution régulièrement mise en œuvre, qui est le ralentissement de la ville, par exemple le passage en zone 30. Un certain nombre de villes ont choisi de passer entièrement en zone 30, par exemple Lille, avec la ville à 30 km/h. Il est régulièrement question de faire ça à Paris. Hein, je crois que c'était dans le projet de la maire Hidalgo. Ça présente un certain nombre d'avantages. La sécurité routière, évidemment, en premier. Le bruit, hein, puisque une voiture à 30 à l'heure va faire moins de bruit. Et puis, une cohabitation plus facile avec les modes actifs, c'est-à-dire le vélo, la marche, toute autre forme où vous dépensez en même temps, enfin, vous êtes le propre moteur de votre mobilité. Et qui sont des modes plus fragiles, plus lents, donc la cohabitation avec la voiture est forcément facilitée. Ça paraît donc être une bonne solution pour tout un tas de choses, et même, je dirais, ça permet de rompre avec l'illusion qu'on va vite en ville. En ville, on va lentement en général, et c'est pas parce que vous faites 50 à l'heure parfois que vous allez avoir une vraie moyenne de 50 à l'heure. La moyenne est généralement bien en dessous de 30. Donc, il n'y a pas de. Donc, c'est plutôt une façon de faire une vérité sur la vitesse. Mais quand on regarde plus précisément la question du point de vue climatique, eh bien, c'est plutôt négatif. Pourquoi? Parce que, en fait, tant qu'on a des véhicules thermiques, ce qui est encore une très très lourde majorité de nos véhicules, eh bien, en fait, les véhicules thermiques ont un optimum de fonctionnement qui se situe autour de 70-80 à l'heure. C'est la petite zone verte que j'ai mise dans le graphique un petit peu compliqué entre régime et couple d'un moteur à gauche. Eh bien, cette zone verte, elle correspond à un fonctionnement de 70-80 à l'heure. Elle ne correspond pas à un fonctionnement de 30 à l'heure. Dans un fonctionnement de 30 à l'heure, vous allez avoir en fait une sous-efficacité de votre moteur qui finalement va produire plus de gaz à effet de serre. Donc, et en plus, ces ralentisseurs
souvent vont se faire avec des dodanes, et le dodane suppose un redémarrage après, qui lui aussi va être consommateur et producteur de gaz à effet de serre, consommateur de carburant. Donc cette solution ne fonctionne pas du point de vue des gaz à effet de serre à technologie constante. Il faudrait pour cela qu'elle pourrait fonctionner si nos véhicules étaient par exemple tous électrifiés ou hybrides avec un mode électrique à basse vitesse. Puisque là, il n'y a pas d'optimum thermodynamique. Mais l'électrification pose tout un tas d'autres problèmes, et aujourd'hui, elle est très faible dans le parc. Le marché de l'électricité a marqué une très grosse progression en début 2020, avec 8% de la part de marché, alors qu'il était plutôt en dessous de 5 bien avant. Mais on se demande si ce n'est pas un peu exceptionnel, parce qu'il y a eu des transformations administratives derrière. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est encore extrêmement marginal dans le parc actuel. Donc les solutions ne sont pas faciles à trouver, elles ont toutes des aspects négatifs et positifs. Par ailleurs, on a aussi des outils de mesure des mobilités qui ne sont pas si adaptés que ça à notre problème. J'ai parlé au tout début du partage modal, c'est-à-dire la proportion des déplacements que chaque mode de transport représente. En fait, cet indicateur est assez mauvais par rapport aux problèmes qu'on a. D'une part, il n'est que relatif, c'est des pourcentages d'un marché. Donc en fait, quand on le mesure et puis on le remesure 5 ans après, on ne voit pas l'évolution du nombre total de déplacements, et notamment de l'effet de la démographie, puisque la démographie croît chaque année. Et bien en fait, derrière ça, on a plus de déplacements. Donc une baisse de la part de la voiture de quelques pourcents, dont on se félicite régulièrement, eh bien en fait, peut dire en chiffre absolu qu'en fait, il y a eu plus de déplacements en voiture, parce que la démographie a augmenté. Donc ça, c'est un premier problème. Et derrière, un autre problème, c'est le problème qu'on ne mesure que des déplacements. Un déplacement, c'est aller d'un point A à un point B avec un motif. Ça ne dit rien de la longueur du trajet, ça ne dit rien de l'énergie consommée, et ça ne dit rien des gaz à effet de serre produits. Donc en fait, c'est un outil qui n'est pas adapté pour la politique publique qui viserait à décarboner et réduire l'impact carbone de nos mobilités. Et c'est pourtant l'outil central des politiques publiques. Donc parce qu'il a été forgé à une autre époque. Il n'était pas l'époque de avec nos problèmes du moment. Autre outil qui pourrait être plus intéressant, c'est ce qu'on appelle les analyses en cycle de vie, qui pourrait comparer une voiture électrique, une voiture thermique, etc. C'est un outil qui, moi, je pense à sa vertu, à même plus ses vertus, mais qui en fait est très compliqué à utiliser pour fonder une politique publique. Parce que quand on regarde ces analyses en cycle de vie, eh bien, d'une part, il faut réfléchir aux informations qui sont parfois difficiles à capter, parce que vous allez demander quand même aux constructeurs comment ils ont produit leur voiture pour savoir quels sont les différents facteurs de pollution, etc., qu'on va prendre en compte. Donc, il y a des secrets industriels, c'est pas facile. Et puis, il faut normaliser des informations assez différentes. Et puis surtout, en fait, vous allez tout de suite vous poser sur différents indicateurs, les gaz à effet de serre, mais aussi les matériaux, pour voir un peu comment vous allez épuiser ou non les ressources terrestres, les pollutions locales diverses, les questions d'eutrophisation de l'eau, d'acidification. Donc ici, je vous ai mis un exemple avec des comparaisons de types de véhicules entre un véhicule électrique, des véhicules diesel et véhicules à essence. Et puis vous voyez qu'en fait, selon les facteurs, en fait, il y en a chez certains facteurs, le véhicule électrique va être meilleur, mais d'autres facteurs, c'est peut-être le véhicule à essence ou diesel. Donc là, l'analyse en cycle de vie ne donne pas une réponse unique, simple pour dire je vais dans ce sens. Et ça, c'est compliqué. Au-delà des outils, en fait, on a aussi des méconnaissances liées aux ordres de grandeur, tout simplement, et finalement à l'illusion de l'innovation. Je prendrai quelques exemples qui traînent un peu dans la presse récente. Face au problème de l'aviation et de son avenir sombre, en fait, on a la promesse faite par Airbus récemment, par le ministre des Transports, etc., d'un avion à hydrogène, un avion d'hiver. Mais quand on regarde, il y a eu un petit papier là-dessus récemment, quand on regarde combien de surface il faudrait équiper en éolienne pour produire suffisamment d'hydrogène pour faire fonctionner les avions de Roissy, par exemple, eh bien, il faudrait 5000 km² d'éoliennes, c'est-à-dire un département français entièrement équipé en éolienne, pour uniquement
les avions qui partent ou arrivent à Roissy. Donc, vous voyez que là, l'ordre de grandeur tout de suite est énormissime, ce qui veut dire que le transport, l'avion à hydrogène existera peut-être, mais il n'est pas concevable qu'il existe aux mêmes conditions que l'avion que nous connaissons aujourd'hui. Ça veut dire que ça sera autre chose avec une autre société. Autre exemple des ordres de grandeur, la petite image que je vous ai mise là, le taxi volant. Alors ces taxis volants, dont aussi Airbus d'ailleurs, mais Uber et d'autres sociétés se sont mises là-dessus. En fait, il y a tout un tas. Alors vous pouvez en voir qui volent sur des vidéos, mais il y en a moins qui volent en vrai. Eh bien, en fait, la capacité d'emport d'un tel véhicule, c'est de l'ordre de 4 personnes. C'est-à-dire que ça ne pourra jamais être un transport collectif. Ça pourra toujours être, enfin, ça sera forcément un transport pour ultra riches qui, en plus, il n'est pas envisageable qu'il y en ait des centaines et des centaines qui volent en même temps dans un urbanisme dense comme nous le connaissons dans les villes européennes. Donc, c'est absolument pas possible que ce soit une solution pour nos pays en Europe, en tout cas. Peut-être dans certains coins extrêmement précis, comme le Brésil, où les gens ont déjà des hélicoptères, enfin certains évidemment pour éviter les autres, ou dans les pays riches du Golfe, mais c'est absolument pas du tout envisageable pour notre territoire. Donc là aussi, il y a une illusion complète de l'innovation qui est liée aux ordres de grandeur. J'aurais pu prendre l'Hyperloop de Musk, c'est exactement pareil. Tous les objets qui sont montrés comme ultra innovants sont généralement, en fait, sont immédiatement réduits à néant dès qu'on regarde les ordres de grandeur. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est aussi assez méconnu, c'est les temporalités. Quelle cohérence on trouve dans les temporalités? D'une part, la durée de vie des objets eux-mêmes. Une trottinette électrique durée de vie 3 mois. Donc, quelle durabilité du système lui-même, ça interroge. Le Vélib, il a une durée de 2 ans en gros, face à des durées de vie intermédiaires du type autobus-voiture, 10-15 ans, et puis les modes ferrés qui ont des durées de vie extrêmement longues, du type de 30 à 50 ans. Donc, de même, donc, il y a cette question des temporalités longues, puisque c'est un investissement long qu'on a fait derrière ça. Deuxièmement, en fait, les durées de développement de projets lourds, c'est de l'ordre de 50 ans. On est en train de le vivre pour le Grand Paris Express. La première proposition d'une rocade ferrée autour de Paris en banlieue, c'est le schéma directeur de 1994. Donc il y a déjà 26 ans. Nous sommes en train de construire des lignes de métro du Grand Paris Express qui ouvriront à partir de 2024 jusque dans les années 2035 et quelques. Donc en fait, on va être sur une temporalité d'une 50aine d'années, comme c'était le cas pour le RER, comme c'était le cas pour le métro. Donc ça veut dire que les choses ne bougeront pas en un instant et que la temporalité est quelque chose de très important à prendre en compte. Le problème, c'est que cette temporalité longue, elle doit se combiner avec des temporalités beaucoup plus courtes, celle du quotidien de nos déplacements, celle de l'évolution des modes de vie aussi, qui évolue plus rapidement que les 50 ans de projet, et puis celle des mandats politiques, qui font que quand vous avez un mandat politique de 5-6 ans, eh bien, vous devez décider sur des choses qui vont en fait ne se voir peut-être qu'une fois que vous aurez fini votre mandat. Ça, c'est pas facile dans ce qu'on s'imagine être l'action publique. Alors, autre contrainte, la question du territoire, bien sûr. Nos territoires français a connu une forte processus de métropolisation qui fait qu'il est finalement assez peu adapté aux solutions collectives, puisque de transport collectif. Alors cette métropolisation, elle est ancienne, elle est née avec l'industrialisation, avec le chemin de fer. Elle fait qu'au final, les gens habitent dans les métropoles et sur les côtes, pour prendre assez vite en France, que les territoires ruraux se sont vidés et que dans ces territoires ruraux, il n'y a pas la masse critique suffisante de demande de transport pour produire du transport collectif. Mais les territoires urbains dont on pourrait penser qu'ils sont plus à même d'être desservis collectivement, eh bien, en fait, le problème, c'est qu'à la fois sur l'échelle que j'ai montrée, on dirait qu'ils sont concentrés, mais quand on regarde en détail, ils se sont dilatés du fait de l'automobile. Donc, les choses sont en fait assez difficiles à desservir aussi du fait de la construction de ce territoire de l'automobile. Autre contrainte, eh bien, nous vivons dans un monde de politique publique où il y a un certain nombre de mythes, de représentations, qui font qu'on va dans le mauvais sens, ou on n'arrive pas à trouver le bon sens.
Alors, parmi les mythes qui traînent, j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a d'autres, hein. Premièrement, l'idée qu'un nouveau service de transport va faire gagner du temps. Ici, j'ai mis une petite publication tirée de la Société du Grand Paris sur du gain de temps à la croissance du PIB, les bénéfices du Grand Paris Express. En fait, les budgets temps, c'est-à-dire le temps qu'on passe dans les transports, sont constants. On le mesure, il est toujours constant. Et en fait, une nouvelle infrastructure de transport, une nouvelle offre de transport ne fait jamais gagner du temps, elle fait gagner de l'espace ou consommer de l'espace, c'est-à-dire que vous allez plus loin. Et du coup, vous pouvez vous établir plus loin et consommer un espace qui était vierge, rural, etc., et le transformer en espace urbain. Ça, c'est ce qu'on a toujours mesuré depuis qu'on a mesuré ça, depuis les années 70, et que on a ici une illusion qu'on va faire gagner du temps. Deuxième forme d'illusion, c'est l'innovation comme technique, l'innovation technique comme solution. Le monde de la mobilité, j'aurais dû mettre quelques images, est un cimetière d'innovation. Il y en a énormément depuis au moins l'industrialisation. D'une part, et d'autre part, les rares qui ont réussi à émerger. En fait, si on réfléchit bien, aujourd'hui, on utilise très peu de systèmes qui n'existaient pas au moment de la guerre de 14, par exemple, hein. Donc, il y a très peu d'innovation dans le monde de la mobilité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est très contraint sur les enjeux de sécurité, sur des enjeux de coût, sur des enjeux de fiabilité, etc. Mais celles qui ont réussi à marcher, hein, à s'imposer, eh bien, souvent, elles vont produire des effets rebonds. Le meilleur exemple, c'est l'avion, hein. L'avion, les constructeurs aéronautiques ont fait d'énormes progrès dans les émissions de gaz, la consommation en fait de kérosène et les émissions associées par voyageurs passagers kilomètres en fait, hein. Mais le problème, c'est que au même temps qu'ils font ces progrès, la demande a augmenté encore plus. Ce qui fait que l'empreinte carbone de l'avion ne faisait avant la crise sanitaire qu'augmenter de façon exponentielle, alors qu'il y a des progrès techniques qui sont faits. Mais l'effet rebond fait que ça n'a aucun effet, voire un effet négatif sur l'empreinte carbone. Autre dernier mythe que je mets, c'est l'idée qu'il faut absolument répondre à la demande de mobilité, donc développer des nouveaux systèmes, être du côté d'une politique de l'offre. Ça, c'est aussi une illusion parce que on ne réfléchit pas assez à l'idée que l'offre crée la demande. Un bel exemple de ça, ce sont les vols aériens à bas coût qui ont fait que les gens sont allés en week-end à Rome ou à Dublin, alors que jamais de la vie ils ne l'auraient fait 15 ans avant ou 10 ans avant, pour un prix en plus extraordinairement modique, subventionné et une pollution non assumée. Et c'est de la responsabilité n'est pas du coup est bien du côté de l'offre. Si cette offre n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu de demande de ça. Une autre notion là-dessus, c'est que en fait, quand on ferme certaines routes ou certains axes, on s'aperçoit qu'il y a une évaporation de trafic. C'est-à-dire que le trafic ne fait pas que de se réaffecter sur d'autres voies. En fait, il y a une partie du trafic qui disparaît. Donc, il y a bien un effet de création de la demande par l'offre. Alors, comment sortir de tout ça? Eh bien, l'idée, c'est bien d'essayer de changer de paradigme, c'est-à-dire de réfléchir autrement et de rompre avec un certain nombre de ces éléments que j'ai pu mettre en avant qui contraignent la décarbonation. Une première solution, enfin, une première caractéristique des solutions qu'on peut envisager, c'est de passer définitivement du transport à la mobilité. C'est un basculement dont on a pas mal parlé depuis les années 2000, mais qui est en partie inachevé. La logique du transport n'est pas encore complètement dépassée par celle de la mobilité, si j'ose dire. Et puis même, je dirais après, peut-être que celle de la mobilité n'est pas dépassée par celle de l'accessibilité. Alors, la logique du transport, c'est quoi? Elle est centrée sur l'offre de transport. Elle vient du monde des opérateurs, de ceux qui produisent du train, du bus, etc. tous les jours, et qui comptent les places kilomètres offertes tous les jours dans leur ville. Elle est centrée sur l'infrastructure, sur le matériel roulant, sur l'équipement du territoire, sur les projets, dans la logique ancienne que nous avons eue des ponts et chaussées, voire du saint-simonisme du 19e siècle. Elle est aussi centrée sur les objets, avec une logique industrielle. Il ne faut jamais oublier que derrière ces politiques de transport, en fait, on a aussi des constructeurs, évidemment, Alstom côté ferroviaire, mais aussi évidemment longtemps les constructeurs automobiles français.
Deuxième logique, celle de la mobilité, qui est beaucoup plus centrée sur l'individu. Quels sont ses choix? Comment se décide son choix modal? C'est-à-dire le choix en ville, on peut choisir entre aller à pied, vélo, métro, automobile, etc. Comment ils font ce choix, les individus? Centré donc plus sur les besoins, pourquoi et avec quelles contraintes je vais me déplacer. Et puis, centré aussi sur une possible combinaison des solutions, ce qu'on appelle l'intermodalité. Donc, comment est-ce que je peux être un peu fluide dans le passage d'un système à l'autre. Autre question du paradigme, c'est est-ce qu'il faut ou non se concentrer entièrement sur les gaz à effet de serre et exclusivement sur les gaz à effet de serre? C'est une solution. Alors moi, c'est une question, je n'ai pas la réponse, mais certains, comme le Shift Project par exemple, estiment que les gaz à effet de serre sont le problème numéro un et doit nous focaliser entièrement, puisque c'est le changement climatique et le problème de notre génération. On peut aussi penser que le gaz à effet de serre doit être contrebalancé avec d'autres problèmes type biodiversité, type fin des ressources pour tel ou tel matériau, etc. Mais en tout cas, ce qui n'est pas si clair, c'est les objectifs des politiques de mobilité ne sont pas toujours si explicites. Parce qu'ils ont des objectifs multiples et ces objectifs ne me paraissent pas très bien hiérarchisés et explicités. Et il faudrait savoir si on priorise ou non véritablement les gaz à effet de serre dans notre politique publique de mobilité. Et je vais vous montrer ici un exemple de brouillage des objectifs. C'est la politique de sécurité routière. En fait, il y a une thèse qui va bientôt être soutenue d'Aurélien Bigot qui montre que la politique de réduction des vitesses sur route et notamment la mise en place de radars sous Nicolas Sarkozy, enfin quand il était ministre de l'Intérieur, je crois, a été probablement la politique la plus efficace de réduction des gaz à effet de serre depuis 20 ans en France. Et ce n'était pas son objectif. Mais pour autant, c'est son effet. Et donc là, ça mérite de réfléchir sur les objectifs explicites et les effets des politiques publiques de mobilité. Alors, autre changement de paradigme, c'est inverser une hiérarchie qui existe aujourd'hui dans les solutions telles qu'elles sont envisagées pour l'efficacité énergétique. Hein. Ici, j'ai mis Energy Efficiency. Aujourd'hui, on a trois grands types de solutions plutôt qui sont mises en œuvre. Ce qu'on appelle en anglais Avoid, Shift, Improve, ou en français, on va dire, alors je l'ai mis dans l'autre sens, mais améliorer, remplacer, éviter. Aujourd'hui, l'essentiel des politiques publiques se concentre sur améliorer, c'est-à-dire améliorer le système tel qu'il est. Et donc, c'est l'exemple typique, c'est le véhicule électrique, c'est-à-dire mon problème vient du moteur qui produit du gaz à effet de serre, je change le moteur en un moteur électrique qui est réputé ne pas en produire, en tout cas qui n'en produit pas localement. Du coup, j'ai amélioré mon système et la décarbonation se concentre sur l'amélioration du véhicule. Ça, c'est l'essentiel de nos politiques publiques contemporaines. La deuxième type de politique publique, c'est remplacer. C'est ce qu'on appelle la politique de report modal, par exemple. Hein. C'est-à-dire, je vais développer des transports collectifs pour faire en sorte que les gens qui faisaient un déplacement en voiture le fassent en transport collectif. Donc, je remplace ma voiture par du transport collectif. Ça, c'est la politique sur un mode mineur. Et en plus, ça ne marche pas très bien, le report modal, on ne sait pas bien faire. Et puis, l'autre dernière politique qui, en fait, est quasiment pas mise en œuvre, c'est celle d'éviter. Éviter, c'est-à-dire, en fait, se dire, tiens, est-ce que cette mobilité a besoin d'être faite ou est-ce que je ne peux pas, par un aménagement malin, éviter que les gens aient à se déplacer? Et donc ça, c'est par exemple redévelopper du commerce local plutôt que d'aller mettre des grandes surfaces en périphérie. Ça, c'est une priorité extrêmement mineure aujourd'hui. Et donc la hiérarchie qu'il faudrait inverser, c'est celle-là, c'est donner la priorité à éviter la mobilité, puis, ou en tout cas la mobilité carbonée, hein, qu'on ne peut pas décarboner, on peut laisser de la marche et du vélo, bien sûr, mais éviter toute mobilité qui impose de recourir à un mode automobile. Deuxièmement, remplacer par du transport collectif plutôt quand c'est possible. Et puis, l'amélioration des véhicules ne devrait arriver qu'en fin, puisqu'en fait, elle pose tout un tas de problèmes qui nous laissent croire qu'on pourra continuer à avoir des voitures, ce qui n'est probablement pas vrai. Et d'ailleurs, je vais continuer là-dessus, c'est que dans le paradigme nouveau, il me semble qu'il faut rompre avec ces objets et avec les imaginaires qu'ils véhiculent.
puisqu'ils nous portent, nous, ces objets, mais ils portent aussi beaucoup d'imaginaires et peut-être avant tout des imaginaires. Ici, je vous ai mis une image de la Jaguar électrique, par exemple. Donc, Jaguar a sorti un véhicule électrique qui laisse croire qu'en fait, vous voyez, le véhicule électrique peut prendre exactement les mêmes formes de véhicules de luxe, de sport, extrêmement coûteux et extrêmement peu responsable d'un point de vue environnemental. Mais pourtant, il s'affiche électrique, il s'affiche 0 g de CO2 au kilomètre parce que le calcul est étroit. Et il permet de poursuivre la fascination pour les objets que nous avons entretenus depuis au moins les débuts de l'automobile, mais sûrement aussi peut-être avec d'autres objets depuis plus longtemps. Cette fascination, elle passe par la question de la possession de l'objet, de l'automobile, mais elle est aussi collective vis-à-vis d'un certain nombre d'objets. En France, on a une sorte de religion ferroviaire. On a aussi l'idée, l'avion, tout ce qu'on a investi sur, que ce soit Airbus ou que ce soit Air France, en termes de fierté nationale, c'est des choses aussi très importantes avec lesquelles on a du mal à rompre. Il suffit de regarder le plan de relance du gouvernement. Donc là, c'est quelque chose qui, à mon avis, est central dans la nouvelle façon d'aborder les questions de mobilité. Autre élément, on a eu de cesse d'équiper et d'essayer d'accélérer les individus pour empêcher, dès qu'il y avait quelques centaines de mètres à faire, les transports hectométriques, on s'est dit il faut absolument mettre un transport roulant, un tapis roulant accéléré, quelque chose comme ça. Et en fait, on ne laisse plus la place à la marche ou au mode doux ou actif. Et donc, l'idée est bien de rompre avec le suréquipement systématique des individus. Il faut aussi penser les systèmes et non pas les objets, c'est-à-dire que derrière l'automobile se cache tout un système automobile, derrière le vélo devrait se cacher tout un système vélo, fait évidemment d'infrastructures, mais aussi de réparateurs, mais aussi d'apprentissage divers et variés pour celles et ceux qui ne savent pas faire du vélo parce qu'ils n'ont pas appris jeunes, etc. Et puis, mais ça j'ai déjà discuté de ça, rompre avec l'idée que la technique va nous sauver, c'est-à-dire essayer de réfléchir à technologie constante et non pas en repoussant l'idée qu'une technique nouvelle va nous aider. Puisqu'en fait, on sait que ça ne marche quasiment jamais. C'est l'illusion techniciste. Donc, au contraire, une sorte d'approche qu'on qualifierait de low-tech. J'en ai bientôt fini et parmi les derniers éléments de ce nouveau paradigme, il s'agit de rompre aussi avec la vitesse. C'est quelque chose de très difficile. J'ai mis l'illustration du passage de 80 à 90 récemment, enfin qui avait été décidé et puis sur lequel on est revenu. Et puis vous savez tous ou toutes que la Convention sur le climat avait proposé le passage des autoroutes de 130 à 110 et que c'est la première mesure que Emmanuel Macron a refusée. Donc là, on est en pleine dépendance de l'illusion que la vitesse, on la pratique, alors qu'en fait, les vitesses pratiquées peuvent être en ville beaucoup plus faibles, d'une part, et d'autre part, la réalité d'un trajet fait à 80 ou 90, la différence de temps mis est très faible. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est en grande partie une illusion, mais qui touche à la liberté. Et c'est ça le problème, c'est que depuis très longtemps, depuis le 19e siècle, on a mis la liberté au cœur des mobilités, mobilité, liberté, capitalisme, industrie, tout ça va de pair, et revenir là-dessus nous coûte cher. Or, la vitesse ne fait pas gagner de temps, elle fait gagner que de l'espace, ou le consommer en plus, elle coûte cher, elle suppose des infrastructures, et aussi du coup de la consommation, puisque 130 à l'heure, ça consomme beaucoup plus que 110, donc beaucoup plus de gaz à effet de serre. Et puis, la vitesse suppose toujours une forme d'immobilité. Pour être mobile par rapport à quelque chose, il y a une forme d'immobilité. Plus vous êtes mobile rapidement, et plus l'immobilité va être ressentie comme forte, comme lourde. Une immobilité qui peut être sociale, qui peut être, par exemple, tout simplement le fait que les territoires impactés par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sont extrêmement vastes et qu'il y a des cartes très intéressantes que j'aurais pu mettre là de nombre de mois de vie en bonne santé qu'on perd en habitant à côté d'un aéroport. Et à côté, ça veut dire tout le territoire très vaste, grand comme un département francilien, où vous perdez de l'ordre de 1, 2, 3 ans de vie en bonne santé du fait de l'aéroport. Et ça, c'est bien l'idée que pour que certains soient mobiles, d'autres doivent être immobiles. Donc ça, c'est quelque chose, la vitesse a une forme de violence en elle. Et puis, pour finir, pour changer le paradigme, il faut aussi tenir un discours de vérité
qui est un peu difficile à entendre, hein, qui est que l'idée que j'ai mis cette image d'une voiture verte qui sort des branches et des feuilles, ça c'est complètement faux. Et l'idée c'est bien de rompre avec des objets verts, des termes qui sont en partie lénifiants et qui ne sont pas du tout, qui ne nous aident pas à penser la situation, à regarder les choses en face et à regarder la nécessité d'un changement assez rapide et qui doit être celui du présent et pas celui du futur, pas celui de 2050 mais celui d'aujourd'hui, puisqu'en fait, vu les temporalités, c'est en mettant en œuvre celui d'aujourd'hui qu'on arrivera à celui de 2050, plutôt que de reporter toujours à long terme les solutions et essayer d'expliciter aussi le fait qu'il y a de nombreuses contradictions, de nombreuses tensions et que ça nécessite des choix qui doivent être faits à l'échelle collective. Pour quasiment aboutir à ça, eh bien, il nous faudra aussi, mais c'est un peu plus technique, changer d'outil, trouver les bons indicateurs fondés sur les gaz à effet de serre, sortir probablement de la logique du PIB qui fait que plus vous avez de mobilité, plus vous avez de PIB, même si c'est de la mobilité qu'on aurait pu éviter, et que l'accessibilité, une mobilité évitée, c'est de la baisse de PIB. Donc il faut aussi pouvoir intégrer ça dans la logique quand on sait que tous les transports en France, ça représente 17% du PIB. Donc comment valoriser la démobilité, comment valoriser le fait d'avoir une mobilité plus active. Quand vous marchez, ça ne compte pas dans le PIB, alors que quand vous prenez, mettons, un taxi à la place, eh bien là, ça va compter. Peut-être en pensant à la politique de santé publique qu'on peut associer. Et puis, il y a un sujet de fiscalité quelque part, bien sûr, puisque la taxe sur les produits énergétiques, c'est 5% des recettes de l'État. Modifier les imaginaires. Je vais prendre un exemple sur les objets de transport. Hein. On peut se demander, aujourd'hui, il faudrait revoir ce qu'est un vélo, ce qu'est un bus électrique, ce qu'est une voiture. Un vélo, ça peut être un vélo, il y a différentes formes, hein, vélo assistance électrique, vélo cargo, les vélos mobiles, vous voyez ce que j'ai mis là, les vélos couchés, etc. Un vélo n'est plus un vélo, en fait. Hein. Un vélo, ce sont différentes formes de vélos. De même qu'un bus électrique, si je dis bus électrique, je suis sûr que les gens vont penser au bus à batterie électrique. En fait, le bus électrique, on sait faire ça depuis un siècle environ, ça s'appelle le trolleybus. C'est quelque chose qui n'existait pas beaucoup en France, encore un peu à Lyon, etc., mais qui est plus d'Europe centrale et qui vous fait du bus décarboné, sans problème de matériaux, de lithium, etc. Qu'est-ce qu'une voiture aussi, hein? Revoir le poids. Alors, on commence un peu à parler du poids, mais la limite aujourd'hui est fixée à 1,8 tonne, ce qui est déjà énormissime. Donc, revenir vers l'idée que la voiture peut être légère. Et puis, la voiture n'est pas forcément quelque chose que je possède, mais quelque chose que je peux partager, que je peux avoir quand j'en ai besoin et non pas uniquement en bas de chez moi, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Et puis voilà, est-ce que l'électrification des transports en région parisienne, elle existe déjà. Ce sont les métros, les transports les transiliens, les tramways, et c'est pas la voiture électrique. Donc la politique de mobilité doit-elle passer par de nouveaux objets? Et puis surtout, le dernier point, c'est sortir du champ des mobilités pour trouver des solutions, à savoir, eh bien, les solutions du problème des mobilités sont aussi en dehors de cela. Elles sont à chercher du côté du prix du foncier, de sa régulation, que ce soit par les nouveaux permis de construire, que ce soit par le prix de l'immobilier. Elles sont à chercher du côté de la compacité de l'habitat, pas forcément la densité, mais sa compacité. Donc réinventer une nouvelle forme urbaine. Et puis elles sont sûrement à chercher aussi du côté des motifs, des programmes d'activité, des motifs de déplacement, et donc du côté de l'accessibilité plus que de la mobilité elle-même. Donc trouver comment est-ce que réinventer des emplois locaux, des services locaux, éventuellement des formes de télétravail, en faisant attention aux effets rebonds qu'elles peuvent comporter. En conclusion, la situation est véritablement extrêmement compliquée. C'est pour ça que nos politiques publiques ont bien du mal à s'en tirer. Mais elle combine donc des enjeux qui sont à la fois matériels, territoriaux, techniques, des héritages, des sentiers de dépendance, des enjeux qui sont aussi sociaux, liés au mode de vie, à la configuration du marché de l'emploi, de l'immobilier, mais aussi un certain nombre d'autres éléments qui sont moins souvent abordés, qui sont liés à la perception, aux représentations que nous avons, aux imaginaires que nous avons produits sur ces transports, qui nous ont peuplés depuis au moins 2 siècles
et avec lesquels nous avons nécessité de rompre si on veut passer à autre chose. Donc cela suppose une inversion de nos priorités, comme je l'ai expliqué, de bien avoir conscience des temporalités de changement, et puis que cela s'engage bien avant la fin du pétrole, c'est-à-dire dès aujourd'hui.